Bonjour à tous, ici Kevin pour l'Histoire en bref, à l'étranger. Bienvenue à ce premier épisode de l'Histoire en bref, version à l'étranger. En fait, c'est tout simplement que de temps à autre, je vais quitter le Canada pour aller voir quelques autres pays, voir ce qui se passe dans le monde. Évidemment, ça va souvent être influencé par ce qui se passe dans l'actualité. Et présentement, quoi de mieux que de parler des élections américaines? Plus précisément, je vais parler des élections présidentielles qui se passent aux 4 ans aux États-Unis. Les élections présidentielles, c'est quand on demande à la population de voter pour un nouveau ou une nouvelle présidente des États-Unis. Cependant, c'est pas aussi simple que ça, on ne demande pas directement à la population. Avant d'aller trop loin, trop vite, on va commencer par le début. Les élections américaines, elles commencent avec les campagnes électorales. Il faut préciser qu'aux États-Unis, il y a deux partis politiques majeurs. Il y a le Parti démocrate et le Parti républicain. Il y a d'autres petits partis politiques aussi, mais la plupart des votes vont dans les deux partis majeurs. La plupart du financement durant la campagne électorale de ces deux partis politiques-là proviennent de ce qu'on appelle des Super PAC ou des Political Action Committees qui sont formés en fait d'entreprises privées qui encouragent un parti politique ou l'autre. Dans la dernière élection présidentielle de 2016, les Super PACs ont donné plus de 300 millions de dollars à deux candidats. Pour être candidat à la présidentielle, il y a 3 prérequis précis dans la Constitution américaine. Le premier, c'est que tu dois être âgé de 35 ans et plus. Ensuite, tu dois être né aux États-Unis et y habiter depuis au moins 14 ans. Le plus jeune président américain était John F. Kennedy, à l'âge de 43 ans, et le plus âgé était Donald Trump, à l'âge de 70 ans. Une autre règle, c'est que personne ne peut se présenter plus que 2 fois pour être président américain. On débute la campagne avec ce qu'on appelle les primaires ou les caucus. Ils servent en fait à choisir un candidat dans chacun des partis politiques qui va être le nouveau chef du parti politique. Souvent, ça se passe entre janvier et juin de l'année d'élection. La différence principale entre une élection primaire et une élection de caucus, c'est la personne qui l'organise. Donc, une primaire, c'est organisé par le gouvernement de l'État, tandis que le caucus est organisé par le parti politique lui-même. Ça dépend tout simplement de comment fonctionne le système dans un État précis. Lorsque les caucus et les primaires sont terminés, on s'en va au Congrès national du parti politique. Ce congrès sert en fait à choisir le candidat qui passera à l'élection présidentielle. C'est plutôt pour le confirmer, en fait, on ne le choisit pas puisque les primaires et les caucus ont déjà fait ça. Le candidat profite aussi du congrès pour y annoncer son choix de vice-président ou de vice-président. La campagne électorale, comme on le connaît, va commencer habituellement après le jour du travail, ce qui veut dire le premier lundi du mois de septembre. Habituellement, la campagne électorale va durer environ 2 mois. Il est important de comprendre que les élections présidentielles sont à tous les 4 ans. Quand sont les élections? En fait, c'est le premier mardi suivant le premier lundi du mois de novembre. Cette année, ce sera le 3 novembre 2020 prochain. Qui a le droit de vote? En fait, tous les citoyens américains de 18 ans et plus ont le droit de vote. Les Américains ne votent pas directement pour le président et on va préciser ça un petit peu plus tard. Il s'agit donc d'un suffrage universel indirect qui ressemble un peu à ce qu'on a au Canada. Ils votent pour des représentants au Sénat et dans la Chambre des représentants et puis ils vont être ensuite représentés au collège électoral par des grands électeurs. Dans chaque État, il y a un nombre de grands électeurs par rapport à la quantité de population. On parlera des grands électeurs et du collège électoral un peu plus tard dans la vidéo. Pour être élu, un candidat doit amasser au moins 270 votes de grands électeurs sur 538. Si un État vote en majorité pour un candidat, ce candidat devrait recevoir tous les votes des grands électeurs de cet État, même si le vote des États est serré. C'est pour cette raison qu'un candidat peut perdre le vote populaire du pays, mais être quand même élu président. Voici un exemple. Prenons 3 États différents ayant la même population, disons 100 personnes. Dans le premier État, le candidat républicain obtient 99 votes contre un seul vote pour les démocrates. Dans le deuxième
États, les démocrates obtiennent 51 votes et les républicains en obtiennent 49. Ce qui veut dire que dans le premier État, les républicains ont gagné de 99 contre 1. Dans le deuxième État, les démocrates ont gagné avec 51 contre 49. Et puis dans le troisième État, disons que, encore une fois, les démocrates ont gagné grâce à 51 votes contre 49 pour les républicains. À ce moment-là, si on comptabilise les votes, bien ça donne 198 votes pour les républicains contre 103 pour les démocrates. Cependant, qui a élu le président? Ce sont les démocrates, puisqu'il y a plus d'États qui ont élu un démocrate que les États qui ont élu un républicain. À ce moment-là, c'est un peu ce qui s'est passé en 2016, où est-ce que Hillary Clinton a gagné le vote populaire, mais c'est Donald Trump qui a gagné la présidence. La même chose est arrivée aux élections de 2019 au Canada, où est-ce que les conservateurs ont obtenu plus de votes de la population, mais à cause des circonscriptions, les libéraux ont réussi à obtenir plus de sièges. Les candidats vont donc se tourner vers les swing states en situation de campagne. Un swing state, c'est tout simplement un État où est-ce qu'on n'est pas sûr qui va être élu entre les républicains et les démocrates. Il y en a tout simplement 13. 13 États pivots qu'on va traduire en français, ou si bien traduit par Google, 13 États de swing pour la prochaine élection présidentielle de 2020. Il y a le Nevada, l'Arizona, le Texas, le Montana, l'Iowa, le Wisconsin, le Michigan, l'Ohio, la Pennsylvanie, la Georgie, la Floride, la Caroline du Nord et le New Hampshire. Dans ces États, les votes historiques sont trop serrés pour prévoir à l'avance un gagnant. Je vous ai parlé un peu plus tôt du collège électoral et c'est ce collège-là qui va élire le prochain président américain. Le collège électoral, comment ça fonctionne? En fait, c'est un groupe de 538 grands électeurs. C'est un groupe de personnes temporaires représentant le nombre de représentants dans les deux chambres du Congrès américain. Ils sont choisis tout simplement par leur État. Comme mentionné plus haut, les États-Unis ont un système démocratique indirect pour choisir le président. Pourquoi? Bien, ça a été instauré dans la Constitution américaine en 1787. Le collège électoral sert en fait de compromis entre le vote populaire et le vote du Congrès. En fait, les pères fondateurs de la Constitution américaine ne s'entendaient pas sur le pouvoir que le peuple devait avoir dans le choix de leur président. Le collège électoral a alors été un compromis finalement. Mais pourquoi est-ce que le collège électoral existe encore aujourd'hui? Et premièrement, puisque c'est dans la Constitution, c'est extrêmement compliqué à modifier ou à supprimer tout simplement. Ça prend une super majorité du Congrès qu'on appelle donc 2/3 des votes des deux chambres pour réouvrir la Constitution. De plus, pour être approuvé, ça doit être approuvé par le 3/4 des États américains, ce qui augmente la charge de travail pour les gens qui voudraient faire des modifications dans la Constitution américaine. Pourquoi est-ce que ça pourrait être avantageux de maintenir le collège électoral? Bien, c'est souvent avantageux pour les petits États peu populeux, comme exemple le Wyoming. Le Wyoming compte seulement 0,18% de la population américaine, mais a plus de 0,5% des grands électeurs. Si on prend un contre-exemple, bien, en Californie, on a 12% de la population américaine, mais on compte seulement 10% des grands électeurs. C'est pour cette raison aussi que le vote populaire ne représente pas toujours le vote au collège électoral. Est-ce que le vote du collège électoral a lieu en même temps que le vote populaire? Non, mais on peut quand même prédire le résultat de ce vote à l'avance, mais le vote est officialisé, et là, tenez-vous bien, essayez de comprendre où est-ce que c'est, là, le premier lundi suivant le deuxième mercredi du mois de décembre. Ça pourrait pas être plus simple que ça. Ensuite, ce qu'on a tout simplement, c'est un président élu. Évidemment, ça dépend de deux situations. C'est un président de premier mandat et il est réélu tout simplement. Il conserve son poste de président. Il ne sera pas considéré comme président élu puisqu'il est déjà en poste. Mais si c'est un changement de présidence, à ce moment-là, il y aura un président qui conserve son poste jusqu'au 20 janvier. Et il y aura entre-temps un président élu pour faire un transfert de pouvoir tout simplement durant ces 2 mois-là. Officiellement, le président qui était au pouvoir va perdre le pouvoir ou va céder le pouvoir le 20 janvier suivant les élections. C'est selon le 20e amendement dans la Constitution. Je trouvais ça intéressant parce que j'en discute souvent en classe, des fameux problèmes sur des règles qui ne sont pas écrites ou qui ne sont pas précisées. Il y aura probablement une situation problématique dans les prochains mois.
En fait, tout simplement, dans un article du Atlantic, le 20 janvier, la présidence devrait prendre fin. Donc, si Donald Trump n'est pas réélu le 3 novembre, sa présidence doit prendre fin, devrait prendre fin, c'est ce qui est écrit, le 20 janvier. Et là, vous voyez avec mon devrait qu'il y aura probablement une problématique. Eh bien oui, parce que Donald Trump l'a même dit dans plusieurs entrevues, il n'est pas prêt à céder le pouvoir si les élections sont serrées. En fait, ce qui est vraiment intéressant dans le Atlantic, c'est que il donne la possibilité que le 20 janvier prochain, il y ait tout simplement 2 présidents qui se présentent ou 2 personnes qui se présentent pour prendre le pouvoir. Maintenant, c'est quoi que ça veut dire? Bien, j'imagine que ça veut tout simplement dire qu'on s'approche tranquillement, probablement, d'une crise constitutionnelle américaine. Il ne faut pas oublier qu'au Canada aussi, il y a plusieurs règles qui ne sont pas écrites et qui sont là tout simplement parce qu'il n'y a personne qui les a brisées jusqu'à maintenant. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité que Donald Trump perde des élections mais conserve la présidence pendant un autre 4 ans? Plusieurs experts disent qu'ils ne le savent pas réellement. Ça risque de se passer en cours et quand que ça touche la Constitution, ça va se rendre jusqu'en Cour suprême. Espérons que peu importe qui va gagner, ça soit une victoire qui est décisive et qui ne peuvent pas être argumentée en cours. Bref, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Je sais que c'est un épisode spécial, un peu court, mais bref, tant mieux. Tant mieux si c'est court, hein, parce que c'est quand même l'histoire en bref. Puis des fois, je fais des épisodes de 23 minutes, puis je me dis c'est pas très bref. Mais bon, c'est bref. Je vous remercie. Si vous avez aimé ça, ben allez-y avec un petit thumbs up. Puis si vous avez vraiment aimé ça, puis vous voulez pas manquer mes prochaines vidéos, allez vous abonner et aussi appuyer sur la petite cloche pour les notifications. Et sur ce, c'était Kevin pour l'histoire en bref à l'étranger.